Et voilà. Et donc, j'ai créé avec plusieurs associés Just Mining en 2017, donc une société qui est effectivement spécialisée dans l'investissement dans la blockchain et les crypto-monnaies, une société qu'on tient depuis maintenant 4 ans et qui est l'un des leaders en France et en Europe sur son marché. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler essentiellement des risques qui peut y avoir autour des crypto-monnaies, des investissements, parce qu'on entend beaucoup de choses autour des crypto-monnaies. Il y a effectivement un marché qui est très riche en opportunités, on va le voir aussi, mais ça ne va pas sans risque. Et dans tous les marchés où on trouvera des potentiels comme ça qui sont hyper forts et hyper intéressants, bah derrière, il y a aussi toute cette partie risque que parfois on oublie un petit peu de mettre en avant ou au moins de présenter aux gens, et ça me semble important. Donc, avant de commencer, on va reposer un petit peu le contexte pour que vous compreniez un petit peu pourquoi on en est là aujourd'hui. Il faut avoir en tête que la crypto-monnaie et la technologie de la blockchain, c'est un écosystème qui est encore très jeune. On parle d'une douzaine d'années d'existence. Bitcoin, ça a été fondé en 2009. Donc, on est encore sur une société très jeune sur laquelle on a encore peu de recul, et une technologie qui va à coup sûr encore beaucoup évoluer. Elle a déjà beaucoup évolué au cours de ces 10 premières années et elle va encore beaucoup évoluer. Donc on est vraiment sur un marché qui est en train de se dessiner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus de gens s'y intéressent tous les jours. On a effectivement un marché qui bouge beaucoup. Si vous suivez un petit peu les cours des crypto-monnaies, vous voyez qu'il y a des moments où c'est dans le rouge, des moments où c'est dans le vert. On voit de fortes variations. Par contre, quelque chose qui va en constante augmentation, c'est le nombre de gens qui s'intéressent à tout ça. Et la preuve en est, c'est qu'on est là aujourd'hui à parler de ça, alors qu'il y a peut-être 5 ans, ce n'était pas du tout envisageable qu'il y ait ce genre de conférence, en fait. Donc, il y a tout ça qui est en train de se dessiner. En parallèle de ça, on a aussi tout l'aspect réglementaire qui est en train de se mettre en place, et c'est super important pour la démocratisation et l'adoption, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus aussi des institutionnels, des grandes entreprises qui s'intéressent à la crypto-monnaie, à la blockchain. Et c'est des choses qu'elles ne pouvaient pas faire avant, parce qu'avant, on n'avait pas de cadre réglementaire qui permettait à ces sociétés d'investir et de s'implanter sur ce marché-là. Aujourd'hui, ce cadre, il n'est pas encore tout à fait au point, mais en tout cas, il existe et il est mis en place. Et on peut voir que ça peut aller très très vite, parce que si on regarde des sociétés comme Binance, par exemple, que vous connaissez peut-être, qui est une des plus grosses plateformes d'investissement au monde, si ce n'est la plus grosse. Il y a Binance et Coinbase qui sont les deux principales. Et Binance a été fondée qu'en 2017, donc à 4-5 ans d'existence, et aujourd'hui occupe une place qui est quand même considérable dans l'écosystème. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire qu'un marché très jeune, ça veut dire quoi? Ça veut dire un marché sur lequel il y a plein d'opportunités. Donc les crypto-monnaies, la blockchain, il y a encore tout qui est à faire. Euh, la crypto-monnaie qui sera le plus utilisée demain, la technologie blockchain qui sera la plus utilisée demain, c'est possible qu'elle n'existe même pas encore. Donc ça veut dire il y a plein d'opportunités. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que la blockchain, c'est une technologie qui n'a pas de frontières, qui est totalement mondiale. C'est finalement l'évolution assez logique, en fait, de la mondialisation et de la société qu'on est en train de créer. Et ça veut dire aussi qu'on est sur une technologie qui n'a pas de frontières, qui ne fait pas de discrimination et qui s'en fiche de où vous êtes, qui vous êtes, etc. Donc vous, par exemple, on parle beaucoup de l'Afrique, parce qu'il y a toujours un parallèle. Nous, quelque chose qu'on entend beaucoup en Europe, c'est de dire oui, mais Bitcoin, ça sert à rien. Oui, mais les crypto-monnaies, ça sert à rien. Parce qu'effectivement, sur l'aspect fondamental, si on s'intéresse à ce qu'on a, nous, on a globalement un système financier qui est plutôt bien en place, même s'il a ses défauts. En tout cas, on n'a pas de problème si on doit aller retirer de l'argent au distributeur ou si on doit aller payer chez le commerçant. Ce n'est pas le cas de tous les pays. On a tendance à oublier qu'il y a plus de la moitié des gens sur Terre qui n'ont pas accès à ces services bancaires et qui n'ont pas accès à tout ce qui va autour du système financier comme on le connaît en Occident. Donc, avec la blockchain et avec les crypto-monnaies, tout ça, on peut vraiment le modifier. On peut vraiment avoir un impact là-dessus. Il y a eu une annonce qui est récente, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, au Salvador, où le Salvador a rendu Bitcoin comme monnaie légale. Donc, c'est une première. Donc, c'est un tout petit pays, ça reste encore très symbolique, mais c'est aussi assez historique et assez intéressant, parce que ça montre que ouais, aujourd'hui, Bitcoin a son mot à dire et les crypto-monnaies ont leur mot à dire à l'échelle du système financier. Et on va voir ce genre d'initiative se porter de plus en plus. Donc aujourd'hui, les actifs numériques, les crypto-monnaies font de plus en plus office d'alternative au système qu'on connaît à l'heure actuelle.
C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, si vous cherchiez une alternative au système financier tel qu'on le connaît, ben, il n'y en avait pas 15 000. Alors, il y avait effectivement le marché des métaux précieux qui faisait office de réserve de valeur avec l'or notamment, mais ça restait encore difficile d'accès et on ne pouvait pas le déplacer, l'échanger facilement. Ben, c'est des caractéristiques qu'on ne va pas retrouver sur le marché des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, avec tout le développement de cet écosystème, on commence à avoir une alternative et une crédibilité qui est en train de se créer sur ce marché. Donc ça veut dire plein d'opportunités. Alors, est-ce que c'est le moment d'investir ou pas? Après, il y a tout un travail à faire sur la sélection des projets. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que beaucoup d'opportunités, ça veut aussi dire beaucoup de risques. Pourquoi? Parce qu'on ouvre la porte à des opportunistes, à des gens qui n'ont pas forcément toujours les bonnes intentions. Mais voilà, on est sur un marché où il y a tout qui à faire, que peu de gens comprennent encore. C'est encore un marché qui est très compliqué, où il y a encore beaucoup d'éducation, beaucoup de vulgarisation à faire. Et ça, il y a des gens qui en profitent malheureusement, pas toujours pour les bonnes choses. Et quand on voit des crypto-monnaies qui s'envolent ou quoi, ça donne des idées à certaines personnes parce qu'il y a effectivement des possibilités de s'enrichir ou de faire des profits très rapidement. Donc ça, c'est vraiment le point qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est finalement comment on fait pour éviter tous ces pièges-là et comment on fait pour identifier toutes ces arnaques ou ces fausses plateformes, tous ces mauvais projets qui vont finalement se mélanger avec tout le bon qui est existant et qui vont essayer d'un petit peu nous induire en erreur. Donc, la première chose et le premier point sur lequel je vais insister, alors je ne sais pas du tout à quel niveau on en est là dans la salle au niveau des crypto-monnaies, s'il y en a certains qui en ont déjà acheté, qui ont déjà investi ou quoi, mais le premier point sur lequel j'insiste vraiment, c'est positionnez-vous comme des investisseurs et pas comme des traders. Alors, c'est quoi la différence? C'est qu'un investisseur, il va avoir une vision et des objectifs à long terme. Il va s'inscrire dans la durée. Il va miser sur des projets, sur du fondamental et il ne va pas chercher à faire des coups sur du très court terme. Pourquoi ça? Parce que ça permet de limiter son risque. Parce qu'on l'a vu, les crypto-monnaies, Bitcoin, ce sont des actifs qui sont très volatiles. Donc, à court terme, si vous me dites à combien sera le Bitcoin demain, dans une semaine ou dans 2 mois, c'est impossible de vous répondre. On est sur un marché qui est tellement volatile, ça peut aller à la hausse comme à la baisse et finalement, ça ne veut absolument rien dire. Parce que sur du si court terme, on n'est pas sur de la rationalité. Par contre, si vous me dites qu'est-ce que tu penses de Bitcoin à 5 ans ou à 10 ans, là, globalement, je n'ai pas peur de vous dire, OK, à 5 ou à 10 ans, à mon sens, aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour dire que c'est une diversification de portefeuille qui est totalement cohérente et sur laquelle on ne va pas prendre de risques. Et pourquoi je dis ça aussi? Parce que quand on fait du trading, le trading, on va plus le faire sur du court terme. Donc, on va chercher à jouer sur les courbes, à faire de l'analyse graphique, de l'analyse technique, et on va chercher à faire vraiment du profit sur du très court terme. Et ça, c'est un métier. Ça, c'est un métier et c'est un métier qui s'apprend et qui prend beaucoup, beaucoup de temps à s'apprendre. Moi, par exemple, je suis dans l'écosystème depuis plusieurs années maintenant. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens d'univers différents dans les crypto-monnaies, dans la finance, etc. Je ne suis pas du tout un trader. J'ai eu l'occasion de discuter avec des traders. C'est des gens qui ne fonctionnent pas et qui ne travaillent pas comme nous. C'est vraiment un métier à part entière et c'est un métier qui s'apprend et qui prend du temps à s'apprendre. Alors, il y a effectivement des formations, il y a des écoles qui permettent de se former à tout ça, mais il ne faut pas croire qu'on peut devenir un trader en quelques mois. Et ça, malheureusement, dans les crypto-monnaies, on a tendance à avoir du mal à l'assimiler parce qu'on a des cycles, donc ce qu'on appelle les bull runs. Donc, tous les 4 ans, on a une période avec un marché qui est très haussier. Quand on s'est positionné avant ou quand on arrive là-dedans, effectivement, il y a tout qui monte et ça va un petit peu dans tous les sens. Et donc, même celui qui n'est pas très bon, globalement, voilà, si vous avez investi de l'argent dans les cryptos entre novembre de l'année dernière et avril de cette année, peu importe le moment où vous avez acheté, peu importe si vous êtes bon ou pas bon, peu importe ce que vous avez acheté, vous avez gagné. Mais ce n'est pas ça le trading. Effectivement, il y a des moments où il y a tout qui monte dans les crypto-monnaies, mais il ne faut pas se référer à ces courtes périodes pour faire de la généralité. Donc, moi, j'attire vraiment votre attention là-dessus parce que si vous commencez à vous éduquer là-dessus et que vous êtes intéressé par l'investissement, en tout cas dans les crypto-monnaies, vous allez tout de suite voir partout des formations, devenez trader en 6 mois, devenez trader en 3 mois, ma formation pour faire du profit rapidement, quoi. Grosse méfiance par rapport à toutes ces choses-là. Alors, il y a des formations qui peuvent être très bonnes, hein, et il y a plein de ces formations d'ailleurs où le contenu permet d'avoir des bonnes bases pour apprendre. Mais il faut être vigilant dans le sens où
c'est pas ça qui va vous faire devenir un trader. C'est pas avec une formation de 10 heures que vous allez pouvoir aller sur les marchés financiers et devenir multimillionnaire en investissant quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Ça, malheureusement, ça n'existe pas. Alors, effectivement, on raconte dans la presse est friande de ces histoires. Donc, on voit parfois des histoires de personnes qui ont acheté quelques centaines, quelques dizaines d'euros de crypto-monnaies il y a quelques années et puis qui aujourd'hui ont fait des fortunes. Ça reste des cas très isolés et ça reste de la chance. Donc, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes et prendre du recul. On n'est pas sur un marché magique. Et nous, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup dire quand on parle avec nos clients, c'est de dire l'argent rapide, ça existe, mais l'argent facile, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que gagner de l'argent très vite, ça ne va pas sans prendre beaucoup de risques. Donc, on peut investir sur des projets. Il y a des projets où on peut faire du court terme, où on peut faire beaucoup très rapidement, mais ça veut dire aussi qu'on s'expose à des gros risques. Donc, ce n'est pas forcément bien ou moins bien, simplement, il faut vraiment avoir conscience de tout ça avant d'investir. Et c'est le deuxième point que beaucoup de gens oublient de faire quand ils arrivent dans les crypto-monnaies, c'est fixez-vous des objectifs. Si aujourd'hui vous mettez 100 euros, si aujourd'hui vous mettez 1000 euros, peu importe le montant que vous mettez dans les crypto-monnaies, fixez-vous des objectifs avant de rentrer cet argent. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, à un moment donné, ça va bouger et quand ça va bouger, vous ne saurez pas quoi faire. Et si vous devez prendre une décision quand c'est en train de bouger, quand on est en plein boom ou en pleine chute, eh ben, vous allez prendre une décision avec vos émotions. Et les émotions, c'est le pire ennemi de l'investisseur ou du trader. Quand on est sur des marchés financiers, il faut vraiment faire preuve de sang-froid et il faut éliminer toute cette partie émotionnelle qui peut vous parasiter la décision. Là, ce qu'on a eu sur les derniers mois, tous ceux qui n'ont pas défini en tout cas leurs objectifs avant, ils se sont tous fait avoir par la baisse. Pourquoi? Parce que ça monte et on a l'impression que ça ne peut jamais baisser. Et on voit son portefeuille monter, monter. On a l'impression qu'on gagne de l'argent, alors que tant de cet argent, elle reste en crypto-monnaie, tant qu'elle n'est pas sécurisée, ce n'est pas du profit, ce n'est pas de l'argent que vous avez gagné. C'est un portefeuille qui vaut à l'heure actuelle cette valeur-là, mais tant que vous ne sortez pas, vous ne validez pas ce profit. Donc c'est aussi une chose à laquelle il faut faire attention et qu'on oublie souvent de faire, c'est prenez vos bénéfices. Il y a une phrase qu'un investisseur, un gros investisseur français nous a dit récemment et elle m'a marqué. Il m'a dit: «J'ai vu plein de gens qui sont devenus riches, en vendant ou en prenant leur profit, trop tôt. Par contre, j'ai jamais vu personne qui est devenu riche en vendant trop tard» et ça colle super bien à l'écosystème des crypto-monnaies parce qu'il y a plein de gens qui sont là et qui bougent pas ou ils voient quelque chose qui monte, ça fait fois 2 fois 3 fois 5 et ils sont toujours pas sortis. Si vous n'avez pas défini d'objectif, vous ne sortirez jamais. Et le moment où ça va baisser, vous aurez l'impression d'avoir perdu. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas perdu, vous n'avez juste pas pris des bénéfices. Mais en tout cas, quand on a fait x2 ou x3, c'est jamais une mauvaise idée de sortir, ou au moins sortir une partie. Il ne faut jamais sortir tout d'un coup, mais sortir progressivement, c'est jamais une mauvaise idée. Parce que vous n'avez pas le droit de regretter d'avoir gagné de l'argent. Si ça fait x2 que vous sortez et que ça fait x10, tant pis. Vous avez manqué une opportunité, mais vous avez gagné de l'argent. Alors que si ça fait x2, puis après x10, mais vous n'êtes toujours pas sorti et qu'après c'est redivisé par 10, là vous avez pu perdre de l'argent et là vous pouvez vous en vouloir parce qu'effectivement vous aviez l'opportunité et vous ne l'avez pas saisie. Donc ça, c'est vraiment le point important. Fixez-vous des objectifs. Alors, c'est compliqué et forcément, quand on débute, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il faut fixer ces objectifs, comment on les fixe, à quelle échelle de temps, etc. Et c'est pour ça qu'on a toujours tendance à inciter ceux qui débutent à s'inscrire sur des durées de long terme. Parce que si vous vous inscrivez sur long terme, vous avez le temps de penser votre stratégie et vous pouvez voir venir. Voilà, si vous dites, voilà, j'investis de l'argent aujourd'hui et quoi qu'il arrive, je ne la touche pas pendant 2-3 ans, globalement, vous êtes serein et vous n'êtes pas impacté par toute la psychologie qu'il peut y avoir sur les marchés. Quand le marché il prend ou il perd 20%, ça ne doit pas, vous, en tant qu'investisseur à long terme, vous impacter. Par contre, celui qui met de l'argent aujourd'hui et qui s'est dit, vas-y, je mets 1000 euros comme ça et je verrai ce qui se passe. Si demain, ça perd 20%, il va paniquer parce qu'il va vraiment avoir la sensation de perdre de l'argent. Pareil, si ça prend 20%, il va être tout euphorique parce qu'il va dire, ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais il ne va pas sortir. Alors que celui qui s'est dit, bon, moi j'investis aujourd'hui, mais je m'inscris dans la durée, je laisse mon portefeuille comme ça dormir sur 2-3 ans. Alors, quand je dis je laisse dormir sur 2-3 ans, ça veut pas dire que je m'en occupe plus du tout. Je reste attentif quand même à la technologie parce que c'est intéressant et quand on fait un investissement, la moindre des choses, c'est de s'y intéresser un minimum. Mais en tout cas, celui qui s'inscrit dans cette durée-là et qui a défini cet objectif, s'il investit aujourd'hui et que demain il y a une baisse,
il va pas être impacté psychologiquement de la même façon. Il va dire: «OK, ça baisse, c'est pas grave. De toute façon, moi, mon objectif, il est plus loin. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passera à la fin de ma stratégie». Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que les gens oublient de faire. Et donc, pensez, si ça vous intéresse d'investir dans la crypto-monnaie, à définir vos objectifs. Et quand vous allez regarder un petit peu, quand vous vous éduquerez et que vous regarderez des contenus de personnes qui sont un petit peu, qui font du trading ou qui sont initiés à ce domaine-là, c'est vraiment quelque chose qui, sur lequel ils insisteront parce que c'est le point sur lequel le plus de débutants se font avoir. Et pourquoi? Parce que quand on est dans cette psychologie-là, l'erreur qu'on fait tout le temps et qu'on voit tout le temps, c'est que quand ça baisse, les gens ont peur et donc ils vendent. Et après, quand c'est plus bas, ils rachètent. Et du coup, c'est stupide. Vendre quand ça baisse et acheter quand ça monte, c'est vraiment la pire erreur qu'on peut faire quand on débute. Et si on ne fixe pas son équipe, bah, il y a de grandes chances que vous vous retrouvez dans cette configuration. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà investi dans les crypto-monnaies, mais si vous débutez, il y en a peut-être qui ont déjà fait cette erreur, qui ont acheté une crypto-monnaie, ils l'ont vu descendre, ils ont eu peur, donc ils ont vendu, et puis après elle est remontée, puis ils ont acheté quand elle était plus haute. Et finalement, bah, vous vous retrouvez avec, si vous n'aviez pas bougé, à être en bénéfice, alors qu'au final, vous avez perdu de l'argent parce que vous avez cédé à vos émotions. Donc voilà, donc j'insiste sur ce point. Ne vous faites pas avoir par vos émotions. Et pour ça, il n'y a pas 15 000 solutions, c'est avoir une stratégie. Ensuite, comment on va faire pour éviter de se faire piéger par les projets? Comment on choisit son projet? Comment, en tout cas, plus que choisir son projet, parce que ça, c'est quelque chose qui est compliqué, mais comment on va éliminer tous les projets qui vont être néfastes et qui vont pas être de bons investissements? Il y a pas mal de points qui sont assez faciles à identifier pour déterminer quels sont les mauvais projets ou quelles sont les arnaques qu'on peut éviter. La première chose, c'est le discours. Quand vous investissez dans la blockchain, dans les crypto-monnaies, il faut avoir en tête que derrière chaque crypto-monnaie, il y a un projet qui répond à un certain nombre d'objectifs, comme une entreprise, et donc il y a un certain nombre de fondamentaux et une expertise technique. Si quand vous voyez une crypto-monnaie, la première chose que vous voyez quand vous allez sur le site, c'est euh, gagner de l'argent, le nouveau Bitcoin, un projet révolutionnaire ou quoi, généralement dans 90% des cas, vous pouvez être certain qu'il n'y a absolument rien derrière ce projet. Parce qu'un projet qui est cohérent, un projet qui est construit et qui a du sens, il va, dans un premier temps, vous mettre en avant sa technologie, ses avancées techniques, ses différenciations, le problème qu'ils essayent de résoudre, mais en aucun cas, il va vous faire des promesses de rendement. La promesse de rendement, c'est la pire des choses qui peut exister dans l'écosystème des crypto-monnaies et de manière générale dans l'investissement. Si vous parlez avec une personne qui veut vous vendre des solutions d'investissement, si la personne ne vous parle que d'opportunités et qu'elle ne vous parle jamais des risques, il y a de grandes chances que la personne ne soit pas sérieuse. Parce que si vous faites investir quelqu'un en lui présentant que les opportunités, le jour où il y a des risques, elle va venir vous plaindre. Moi, quand j'ai un client en rendez-vous qui veut investir des gros montants, on essaye, la politique chez nous, c'est d'essayer au maximum de lui faire peur, de lui faire comprendre tous les risques qu'il peut y avoir derrière en envisageant les pires scénarios. Si après ça, le client, il y va, ça veut dire qu'il a conscience de tout ça. Et ça veut dire que s'il gagne, il comprend pourquoi, mais s'il perd, il a aussi compris pourquoi. Et il n'a pas la sensation qu'il a perdu à cause de moi. Et il a compris pourquoi il a perdu, et c'est des erreurs qu'il ne refera pas, ou alors c'est une conjoncture de marché qui a fait que, mais en tout cas, il a compris. Ça, c'est vraiment le plus important. Si vous perdez, que vous n'avez pas compris pourquoi, eh ben, c'est relativement dommage et vous n'allez pas réussir à éviter cette erreur la prochaine fois. Donc attention au discours. Attention au discours, attention aux promesses. Les promesses de rendement, c'est vraiment la chose la plus dangereuse. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous commencez à vous éduquer, si vous commencez à vouloir investir sur la blockchain, sur les crypto-monnaies, il faut que vous ayez en tête que vous êtes la cible principale des arnaques. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je veux monter une arnaque crypto, moi, les gens que je vais vouloir toucher, bah, c'est les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, parce que quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout, ça ne sert à rien que j'aille le toucher, globalement, il ne va rien comprendre. Mais je vais toucher ceux qui s'y intéressent, mais ceux qui commencent à s'y intéresser. Pourquoi? Parce que ceux qui commencent à s'y intéresser, ils n'auront pas le recul du marché, ils n'auront pas l'expertise technique, ils n'auront pas l'expérience pour comprendre si mon projet il est bon ou pas. Donc, je vais aller vers cette cible volontairement et je vais les bombarder avec des informations pour leur faire croire qu'il y a plein de trucs derrière mon projet en mettant des termes techniques, des termes qui sont un peu à la mode. Récemment, un terme qui était à la mode, par exemple, c'était les NFT. Donc, on a vu tous les projets faire du NFT. Avant, c'était la DeFi. On a vu tous les projets faire de la DeFi et on vendait en fait sur des mots-clés comme ça. On allait chercher des gens qui n'étaient pas éduqués et on les bombardait avec tous ces mots-clés
et ils avaient l'impression que tout ce qui était autour de cet écosystème marchait et donc ils y allaient les yeux fermés. Et puis voilà, on leur met un peu la pression, dépêchez-vous, c'est une opportunité, il y a pas beaucoup de place, tout le monde n'en aura pas, et cetera, et cetera. Tous les processus un peu classiques et du coup, vous êtes en première ligne et c'est les premiers entrants qui sont les plus exposés. Quelqu'un qui est dans l'écosystème, il tombera jamais dans le panneau parce que nous, on les voit arriver à des kilomètres. Et ça, globalement, j'ai remarqué, alors je ne sais pas à quel point vous en êtes sur le sujet aussi, mais l'Afrique est très ciblée par ce genre de problématique parce que justement, nous, en Occident, on a, de par l'installation de notre système financier, il y a des choses qui sont assez naturelles chez nous et qu'on voit chez nous. Quand je vois certaines choses des fois qui disent bah, mais envoyez-moi un bitcoin et je vous renvoie deux bitcoins. Chez nous, on sait que ça ne peut pas exister. On ne peut pas démultiplier l'argent comme ça. C'est un modèle qui ne fonctionne jamais. Par contre, dans des systèmes où on n'a pas eu d'éducation financière, où on n'a pas forcément de compte bancaire, ou voilà, ou dans les zones les plus défavorisées, bah, ce n'est pas forcément un raisonnement qui leur parle parce qu'ils n'ont pas eu toute cette éducation-là et ils n'ont pas été formés à tout ça. Donc pour eux, ça peut paraître légitime et ils n'ont pas forcément le recul nécessaire. Donc il faut être vigilant à tout ça. Et quand vous avez une opportunité, prendre toujours le recul de se dire, OK, est-ce que ça me semble possible? Est-ce que ça me semble viable? Ou est-ce que c'est complètement décorrélé de la réalité? Et à ce moment-là, soit j'y vais, mais dans ce cas, j'ai conscience que comme c'est complètement décorrélé de la réalité, bah, ça veut dire que je m'expose aussi à beaucoup de risques. Ou alors, le fait est que ce soit complètement décorrélé de la réalité, ça veut dire, oula, il y a peut-être un problème et je laisse passer, je passe mon tour. Dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, des opportunités, il y en a plein. Vous en aurez tous les jours. Et si vous commencez à rentrer sur ce marché-là, je vous le dis, vous allez en rater plein et vous allez faire des erreurs. Mais rater une opportunité, c'est pas grave, il y en aura plein. Il faut jamais investir dans la précipitation. Si vous voyez quelque chose et qu'on vous met la pression et qu'on vous dit c'est maintenant, demain ce sera trop tard, il faut y aller, etc. Là, vous pouvez faire de gros bénéfices ou quoi. N'y allez pas, passez votre tour, regardez comment ça se passe. Ça se passe bien, bah, tant pis, au pire, vous avez raté une opportunité, mais au moins vous aurez vu comment ça évolue et la prochaine fois qu'il y aura une opportunité similaire, vous saurez la saisir. Par contre, à l'inverse, si ça se casse la gueule, vous aurez aussi compris pourquoi et ça vous permettra d'avoir aussi des red flags pour vous dire bon, bah, la prochaine opportunité qu'on me présente, elle ressemble un petit peu à celle que j'ai eue la dernière fois. Ça s'est mal passé, peut-être que celle-ci, je vais la laisser de côté. Donc, vraiment, prenez du recul et ne prenez pas de décision dans la précipitation. Attention également à quelque chose qu'on voit beaucoup dans les crypto-monnaies et qui fonctionne généralement pas trop bien, c'est ce qu'on appelle le modèle économique. Donc, quand vous vous intéressez à un projet, demandez-vous comment ce projet-là, il gagne de l'argent. C'est quoi ses objectifs? On voit beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup de projets qui sont généralement des arnaques, qui sont basés sur ce qu'on appelle le MLM, le marketing de réseau. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est l'idée de dire, voilà, moi, je rentre dedans, donc j'ai un ticket d'entrée, donc je mets 50 $, je rentre dans ce projet, et après, je peux parrainer des gens, et plus je parraine de gens, plus je vais gagner de l'argent. Si le système de parrainage, en soi, le système de parrainage n'est pas forcément une mauvaise chose. Toutes les plateformes crypto ont des systèmes de parrainage. Par contre, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que le système de parrainage, c'est la principale source de revenus du projet ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Parce que si le parrainage, c'est la principale source du modèle économique, si on vous incite à faire du parrainage, si en plus il y a plusieurs niveaux où on va vous dire, bah, si ton filleul il ramène encore des gens, bah, toi tu gagnes encore de l'argent sur le filleul et ainsi de suite, à un moment donné, c'est un modèle qui peut pas être viable. Et donc ça, c'est hyper, hyper délicat à comprendre parce que dans ce genre de mécanisme, c'est des cercles qui sont très vicieux et quand vous rentrez dedans, il y a deux possibilités. Soit vous vous dites, bon, bah, je suis rentré dedans, j'ai mis un peu d'argent, j'accepte de perdre cet argent, ou alors vous dites, j'ai mis trop, j'ai plus le choix, et donc votre seule manière d'en sortir, c'est de faire rentrer d'autres personnes. Et donc là, il faut avoir conscience que éthiquement, toutes les personnes que vous allez faire rentrer, vous les envoyez au casse-pipe et ils vont se retrouver dans la même situation que vous. Donc c'est quelque chose qui est en plus de ça assez malsain d'un point de vue psychologique. Et généralement, ce qui est triste, c'est que les premiers qui rentrent dans ce genre de système, ils gagnent de l'argent. Ils ne comprennent pas forcément pourquoi, ils ne sont pas forcément éduqués pour, mais du coup, vous allez avoir plein de gens qui sont convaincus de ce genre de choses parce qu'eux gagnent de l'argent. Et dans ces personnes qui gagnent de l'argent, bah, vous avez ceux qui ont conscience que c'est un système, donc ce qu'on appelle un système pyramidal, et donc qui, eux, le font juste parce qu'ils veulent gagner de l'argent et l'éthique, globalement, c'est pas leur problème. Voilà, ils se disent, j'ai déjà eu des discours avec des gens qui étaient pas bêtes et qui me disent, oui, mais voilà, moi, je gagne de l'argent comme ça et si les gens, ils en perdent à côté, bah, c'est pas mon problème. Ils ont qu'à s'éduquer, ils ont qu'à apprendre. Donc après,
on prend ou on ne prend pas ce discours-là, il existe aussi, il faut l'avoir en tête. Et à côté de ça, on a aussi des gens qui n'ont pas conscience de tout ce qui se passe derrière et pour eux, ils gagnent de l'argent. Donc, quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est difficile de lui faire comprendre que le projet dans lequel il est, globalement, c'est une arnaque et en engageant des gens qui vont être autour de lui, bah, c'est pas forcément une bonne chose pour les gens qui sont autour de lui. Surtout que généralement, les gens qu'on va embrigader et qu'on va ramener autour de soi, c'est des gens auxquels on est proche. Et il n'y a rien de pire que de faire perdre de l'argent à quelqu'un dont on est proche, c'est sa famille ou ses amis, parce que c'est toujours beaucoup plus difficile à justifier. Donc voilà, donc méfiez-vous de tout ça. Généralement, le marketing de réseau, le MLM, ça fait pas bon ménage avec les crypto-monnaies et globalement avec les produits, avec les produits financiers, que ce soit la crypto ou les bots de trading, la bourse, etc. C'est un petit peu le même cheminement qu'on va retrouver sur tous ces marchés-là. Donc méfiez-vous de ça. C'est un modèle qui fonctionne, le marketing du réseau. Si vous avez affaire à ce genre de méthode dans d'autres marchés, ça fonctionne, hein. Il y a plein de marchés sur lesquels ça peut marcher, mais généralement dans la finance, ça se finit pas bien, et donc il faut s'en méfier. Il y a eu quelques gros cas avec aujourd'hui des gros projets qui ont été démantelés, avec des milliards de dollars qui ont été, qui ont circulé et aujourd'hui les fondateurs sont derrière les barreaux, mais ça suffit pas. Il y en a encore plein qui se prolifèrent et malheureusement, bah, leur cible principale, c'est toujours les plus débutants, les novices, ceux qui débutent. Et en plus de ça, si votre première expérience dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, c'est ça, bah, ça ne va pas vous donner envie d'aller beaucoup plus loin et ça ne va pas vous donner envie de creuser. Donc, soyez vigilants à tout ça. Ce serait dommage de se casser les dents sur une première expérience. Euh, Comment on fait pour éviter tout ça aussi? Très simplement, c'est multiplier vos sources. C'est-à-dire que si vous entendez parler d'un projet, dites OK, ce projet il a l'air intéressant, bah, comment je vais plus loin? Comment je creuse? OK, lui, il m'a parlé de ce projet-là, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui en parlent? Si je vais chercher des articles sur internet, est-ce que je trouve des articles? Est-ce que je trouve du contenu? Et parmi les articles que je trouve, qui sont les gens qui écrivent ces articles? Parce que si c'est un article sur un blog qui a été écrit par le membre fondateur, ça n'a pas forcément la même valeur que si c'est un très gros média qui est reconnu et qui est sérieux, qui va faire un article sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à multiplier vos sources. Un projet qui est sérieux, il aura toujours plein de gens qui vont parler de lui. Un projet qui est un petit peu bancal, il ne va pas forcément avoir du contenu et en tout cas, il n'aura pas de contenu chez des médias ou chez des personnalités qui sont sérieuses. Il y a un truc aussi qui est tout bête à faire. Vous allez sur Google, vous tapez avis plus le nom du projet. Si les 10 premières recherches, c'est projet X, scam ou opportunité, projet X, arnaque ou réalité, généralement, ce n'est pas bon signe. Mieux vaut éviter et passer son tour sur ce projet-là. Donc, n'hésitez pas à multiplier vos sources. Et justement pour ça, le dernier point qu'on va aborder, c'est l'éducation. Comment on fait aujourd'hui pour s'éduquer, pour apprendre sur ce marché-là? Parce que c'est un marché qui est quand même complexe. On a conscience qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations et que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et plus on va avancer, plus ce sera compliqué, entre guillemets, parce qu'il y aura toujours plus de contenu, mais il y aura aussi toujours plus de sujets à apprendre. Donc, c'est sûr que plus on rentre tard, bah, plus on a de retard entre guillemets à rattraper. Donc, n'hésitez pas à vous éduquer. Aujourd'hui, on a la chance, c'est qu'il y a plein de contenus qui sont disponibles, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit dans n'importe quelle langue. On a plein de gens qui passent du temps à écrire du contenu qui est sérieux. Donc, si vous faites vos recherches en français, les principaux, je ne sais pas si vous les avez, mais les principaux médias, ça va être Cryptost, ça va être Journal du Coin, ça va être Coin Tribune, ça va être Crypto News. Donc voilà, tout ça, c'est des médias que vous retrouverez assez facilement dans l'écosystème. Et après, il y a d'autres créateurs de contenu qui ne sont pas directement des médias, mais qui vont être des influenceurs. Donc, ça à prendre aussi avec des pincettes. Mais pour le coup, le monde de l'influence, c'est quelque chose qu'on connaît bien parce qu'on a la chance d'avoir Owen dans l'interne qui est le principal influenceur en Europe sur le sujet. Donc, il y a des gros influenceurs qui aujourd'hui sont bah, voilà, Owen, donc Asher, Crypto Future, Crypto Maniac, des gens comme ça. Mais il y a aussi des plus petits influenceurs, donc à prendre toujours avec des pincettes aussi, parce que généralement, les influenceurs, quand ils parlent d'un projet, c'est qu'ils sont rémunérés. Donc, à prendre avec des pincettes, est-ce que le contenu semble légitime ou non? Parce qu'on peut aussi se faire avoir sur des choses comme ça. Et voilà. Mais en tout cas, il y a plein de choses, plein de gens qui font du bon contenu. Vous trouverez assez facilement aussi des avis. Si vous avez un doute sur le contenu d'un des influenceurs, vous pouvez faire des recherches et vous trouverez assez rapidement s'il a déjà été exposé à des affaires un petit peu bizarres. N'hésitez pas à regarder aussi les commentaires qui se passent en dessous. Il y a souvent plein
plein de choses intéressantes qui vous donnent une idée de qui est la personne et ce qu'elle fait. Et n'hésitez pas aussi, quand vous vous intéressez à un projet, à regarder tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand il y a un projet, il y a des gens derrière ce projet. Ces gens-là, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont déjà une expérience dans la blockchain? Est-ce qu'ils ont une expérience passée? Est-ce qu'ils ont des partenaires fiables, etc. Tout ça, c'est de la donnée qu'on peut collecter très facilement sans avoir de grosses compétences et qui nous permettent en tout cas d'avoir une première overview globale de ce qu'est un projet et de ce qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà, globalement, moi j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. J'ai volontairement gardé pas mal de temps pour qu'on échange et pour répondre un petit peu à vos questions s'il y en a, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal. J'ai vu quelques-uns prendre des notes, donc je vous écoute. Ok, super. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de pistes pour éviter les arnaques et les faux projets dans les crypto-monnaies. Du coup, je pense que s'il y a des questions, allez-y. Je vais passer la parole aux apprenants et n'hésitez pas, tu peux rebondir et on peut repasser le micro, etc. De la même manière, ouais, j'ai été peut-être un peu vite et d'un trait sur la présentation. Si toi, tu as pris des notes et qu'il y avait des choses qui ne te semblaient pas détaillées ou quoi, ou que tu n'as pas réussi à bien noter, n'hésite pas à me reposer des questions par mail. Bonsoir. Bonsoir. À un moment, vous avez donné un exemple en disant une personne qui vous demande de lui envoyer un dollar et il vous rembourse en 2 dollars. Donc, même les plus intelligents se font voler des fois. Donc, en cas de vol, est-ce qu'il y a il y a une possibilité de tracer ou il y a une possibilité de récupérer son argent? Alors, c'est justement, c'est tout le problème. C'est qu'effectivement, donc déjà, comme tu l'as souligné, il y a beaucoup de débutants qui se font avoir sur ça, mais il y a aussi des gens expérimentés parfois qui se font avoir parce que des fois, c'est vrai que les arnaques ou ces supercheries sont très, très bien tournées. Le problème est là. Le problème étant que derrière, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de recours. C'est-à-dire que les recours traditionnels, ce serait, alors je les connais pas en Afrique, mais en France, ce serait aller déposer une plainte. Alors le problème, c'est que déposer une plainte, ça prend du temps. Ensuite, il faut leur expliquer comment vous vous êtes fait avoir. La police nationale en France n'est pas forcément à jour sur tous les sujets blockchain et crypto. Donc, avant de leur faire comprendre ce qui s'est passé, on va déjà perdre du temps. Et après, généralement, les fonds ont déjà circulé. Donc, globalement, quand on tombe dans ce genre de piège, malheureusement, si vous retrouvez vos fonds, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Dans la plupart des cas, on ne le retrouve pas. Et c'est là aussi où il faut être vigilant, c'est que justement, comme aujourd'hui, il y a déjà eu plein de cas comme ça. Nous, en tant qu'acteurs, on essaie justement de diffuser ce message pour que les gens ne se fassent plus avoir. Et du coup, tous ceux qui montent ces arnaques-là, ils ont conscience aussi que le message circule et que ça devient de plus en plus compliqué à faire. Donc, parfois, ils sont malins aussi et ils vont vous demander des montants qui ne sont pas forcément énormes. S'ils vous demandent 10 000 dollars, vous allez peut-être pas y aller simplement parce que vous ne les avez pas. Par contre, s'ils vous demandent 100 dollars, il y en a plein qui vont se dire pire, c'est 100 dollars. Si je les ai perdus, tant pis, mais au mieux, je peux gagner 200. Et c'est là où ils arrivent à avoir le plus de monde. Parce que quand c'est sur des montants qui sont plus raisonnables, en tout cas plus accessibles, il y a beaucoup plus de gens qui vont y aller en se disant bon, si je les ai perdus, au pire, ça ne changera pas ma vie en tout cas. Donc, il faut être vigilant à ça. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit des petits ou des gros montants, ce genre de mécanisme-là, il ne fonctionne jamais. Et non, mieux vaut partir du principe qu'à l'heure actuelle, en tout cas, il n'y a pas de recours à ce genre de choses. Ok, bonsoir. Bonsoir. Là, lors de votre intervention, vous avez eu à parler de l'éducation financière du côté occidental et aussi de l'Afrique aussi. Moi, je dirais que l'éducation financière, c'est juste un manque d'information. Parce que là, ici en Afrique aussi, nous avons aussi nos méthodes d'utilisation de notre argent ou de notre monnaie. Au-delà de ça aussi, je voudrais comprendre, vous avez parlé d'investisseurs et de traders. Pour moi, je pense que si toutefois tu as des bitcoins sur la blockchain, tu deviens automatiquement un investisseur. Parce que lors de nos sessions précédentes, on a eu à parler avec un autre expert qui nous disait qu'une fois que tu as des bitcoins sur la blockchain, le système fait qu'on vous ajoute des centimes à chaque seconde. Donc, automatiquement, vous devenez investisseur. En termes de trader, je pense que là, on va devoir parler de convertibilité par rapport à l'or, par rapport au dollar, par rapport aux autres monnaies.
si nous voulons toutefois bénéficier ou bien augmenter notre part en un clin d'œil. Donc, comment associer les plateformes de Bitcoin aux plateformes de trading? Okay. Merci. Ok, alors pas mal de questions, on va essayer de répondre dans l'ordre. Alors moi, je te rejoins sur le premier point de dire qu'effectivement, l'éducation financière, c'est une chose, mais le manque d'information, c'en est une aussi. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens qui vont trop la tête baissée, qui ne prennent pas le temps de faire cette éducation-là, et en ça, ils ont leur responsabilité. Mais ça, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des zones, en tout cas nous, on s'en rend compte de par le recul qu'on a et le nombre de clients qu'on a, qu'il y a des gens qui sont naturellement plus formés ou plus éduqués que d'autres. Après, je te rejoins sur le fait que quoi qu'il arrive, que ce soit dans les crypto-monnaies, dans la blockchain ou dans n'importe quel secteur, à partir du moment où tu viens investir de l'argent, tu te dois d'avoir fait des recherches et de prendre le temps de t'intéresser un minimum au secteur. Ça, c'est la responsabilité de chacun, on est d'accord. Alors, ta question, pour être sûr d'avoir bien compris, c'était de savoir comment tu fais le lien entre les plateformes crypto et les autres plateformes d'investissement qui peuvent être existées. Alors, quand tu dis faire le lien, tu veux dire comment tu passes de l'une à l'autre, ou tu veux dire c'est quoi un petit peu les différences et comment tu attribues une part de tes investissements plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre? Exactement. Là, vous pouvez nous parler du lien qu'il y a entre les deux plateformes. Alors, comment on fait pour investir les bitcoins en d'autres monnaies? Ok. Alors déjà globalement, il faut les grosses plateformes les plus grosses plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies. Donc on peut parler de Coinbase, de Binance, de Kraken. Voilà, ces plateformes-là qui sont d'envergure internationale, elles te permettent de faire la passation d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que si tu es sur Binance, par exemple, tu as la possibilité d'avoir plusieurs devises sur la même plateforme. Tu peux avoir tes crypto-monnaies dessus, mais tu peux aussi avoir du dollar, tu peux avoir du yen, tu peux avoir de l'euro, tu peux avoir à peu près toutes les devises existantes qui sont sur la plateforme. Donc de là, tu peux faire des échanges de ton Bitcoin jusqu'au dollar, de ton dollar jusqu'à l'euro, etc. Tous ces échanges-là, ils sont directement possibles sur la plateforme. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire des transferts interplateformes pour ce genre de choses. Après, en termes de fonctionnalité, donc tu as parlé de trading, tu as parlé d'autres systèmes qui permettaient de recevoir des récompenses de manière régulière. Ça, c'est des mécanismes d'investissement qui vont exister, qui sont plus ou moins techniques selon les projets et qui vont être plus ou moins proposés selon les plateformes. Donc, si on prend par exemple le cas de Coinbase, Coinbase ne va pas être très poussé sur ce genre de fonctionnalité parce que ça ne fait pas partie de leur métier. Eux, ils sont vraiment là en tant que porte d'entrée pour ceux qui veulent investir dans la crypto-monnaie. À côté de ça, Binance, eux, proposent ce genre de solution. Eux, ils vont te proposer de faire du trading avec différentes fonctionnalités parce que tu peux faire plein de choses en trading, et ils vont aussi te permettre de faire ce qu'on appelle du stacking ou de faire de l'épargne sur tes crypto-monnaies pour, plutôt que d'avoir un Bitcoin et de le laisser dormir, faire travailler ce Bitcoin pour qu'il te rapporte des intérêts. Donc ça, c'est des choses qui sont directement généralement implantées sur les plateformes, ou alors tu as des plateformes qui sont spécialisées sur ce genre d'activité. Donc sur les plateformes spécialisées sur l'épargne crypto, on peut avoir par exemple Nexo, BlockFi, Celsius, qui sont aussi des grosses plateformes qui sont généralement américaines ou asiatiques, qui vont proposer ce genre de solutions. Est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que j'étais à côté? Oui, ça répond à la question et merci de m'éclairer sur un autre point qui est le suivant. Si toutefois, par exemple, j'ai 10 000 $ de Bitcoin dans mon portefeuille, déjà, c'est un investissement qui sera rémunéré ou bien c'est juste si je convertis mes 10 000 en compte épargne? Alors, si tu mets tes bitcoins sur de l'épargne, tu restes exposé à la volatilité. C'est-à-dire que, admettons, donc voilà, on va prendre un exemple simple, on va dire que tu as un bitcoin et que voilà, tu peux le mettre en épargne et il rapporte 10% d'intérêt à l'année. Je donne des chiffres au hasard pour que ce soit très simple. Du coup, à la fin de l'année, tu n'auras plus un bitcoin, mais tu en auras 1,1 parce que tu as récupéré 10% d'intérêt. Donc, tu as 0,1 bitcoin d'intérêt qui sont accumulés à ton solde. Par contre, tu es toujours en Bitcoin, c'est-à-dire que tu es exposé à la volatilité. Donc, si au début de l'année, quand tu as commencé ton épargne, le Bitcoin valait 30 000 €,
bah, tu as gagné 30 000 euros plus les 0,1. Donc, au final, tu as plus 30 000, tu as 33 000 euros en équivalent. Si par contre, à la fin de l'année, le Bitcoin, il vaut plus 30 000, il vaut 50 000 dollars ou 50 000 euros, bah, ton investissement de départ a été valorisé en plus des intérêts que tu as eus. À l'inverse, si le cours il a baissé, bah, ton investissement de départ aussi peut avoir été dévalorisé. Donc ça, tant que tu restes sur de la crypto, tu restes exposé aussi à la volatilité. Donc, tu as effectivement sur les crypto-monnaies, c'est intéressant parce que sur de l'épargne, tu peux retrouver des taux d'intérêt qui vont être beaucoup plus intéressants et beaucoup plus forts que ce que tu vas avoir sur les marchés traditionnels. Donc, globalement, sur les marchés traditionnels, tu as des taux qui vont aller entre 1 et 5% à la normale. Tu peux monter entre 5 et 10 sur des trucs un petit peu plus risqués ou un petit peu plus exotiques. Alors que sur les crypto-monnaies, 5 et 10%, c'est les plus petits projets et tu peux facilement monter sur des taux qui sont plus élevés. Par contre, voilà, tu t'exposes toujours à une certaine volatilité et c'est ça qui fait que tu as des taux d'intérêt qui sont plus intéressants. Ok, merci. Avec plaisir. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Vous avez parlé des dangers liés à l'utilisation de cette monnaie et comment éviter les arnaques. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que cette monnaie est-elle garantie? Alors, qu'est-ce que tu appelles par garantie déjà? Ok, bah, je vais reprendre autrement. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça va dépendre essentiellement de toi ou des plateformes que tu utilises. C'est-à-dire que sur la blockchain, sur les crypto-monnaies, tu es libre d'avoir tes propres, ce qu'on appelle des wallets, donc tes propres portefeuilles. C'est-à-dire qu'il y a les principaux, c'est par exemple un ledger ou des choses comme ça. Donc là, tu peux détenir directement tes crypto-monnaies hors de la blockchain et à ce moment-là, la garantie, c'est toi. C'est-à-dire que c'est le mot de passe que tu as mis, c'est les codes que tu as reçus et donc c'est toi qui es garant de cette sécurité et de l'accessibilité au fond. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu communiques ce mot de passe à personne, personne ne peut y accéder. De la même manière, si toi, tu perds ce mot de passe et tu l'oublies et que tu ne l'as pas noté quelque part et que tu ne l'as pas sécurisé quelque part, bah, tes fonds, ils sont aussi difficilement accessibles. Il y a d'ailleurs des histoires comme ça, vous avez peut-être vu dans la presse, mais il y a des gens qui ont eu des bitcoins il y a très longtemps, au tout début, donc en 2011-2012, et puis qui ne s'y sont plus intéressés parce qu'à l'époque, c'était très jeune et il n'y avait pas grand-chose autour de tout ça. Et puis aujourd'hui, ils se rendent compte que, bah, ouais, effectivement, ils avaient des bitcoins, mais ils n'ont plus les accès pour les avoir. Et du coup, bah, c'est des bitcoins qui sont dormants et qui aujourd'hui, technologiquement, n'est pas capable d'aller les récupérer. Donc, ils ont le portefeuille, ils savent où sont les bitcoins, mais ils n'ont plus le code d'accès qui permet d'avoir accès à ces bitcoins. Donc ça, c'est la première chose. Si tu les gardes sur un wallet qui est un wallet à toi, et c'est globalement ce qui est recommandé, parce que l'intérêt de la blockchain, c'est d'avoir tes fonds à toi et de ne pas être dépendant d'un tiers de confiance. Donc si tu as ça, c'est toi qui es garant de ta sécurité. De l'autre côté, si tu utilises des grosses plateformes, donc on a parlé de Coinbase, on a parlé de Binance, on a parlé de Kraken, là, les fonds sont sur la plateforme, c'est-à-dire que c'est eux ce qu'on appelle le custody. C'est eux qui ont le custody de la plateforme. Donc à ce moment-là, qui est-ce qui garantit la sécurité ou tes fonds? Bah, c'est directement la plateforme. Ça veut dire que tu attribues et tu donnes en tout cas ta confiance à cet établissement parce qu'il conserve les fonds pour toi. Et ça veut dire que si demain, la plateforme se fait hacker ou disparaît avec les fonds, bah, malheureusement, ils disparaissent avec tes fonds. Donc aujourd'hui, sur des grosses plateformes, le risque il est limité. Par contre, c'est là aussi où il faut faire attention. Sur des plus petites plateformes ou des plateformes un petit peu plus exotiques qui vont proposer parfois plus de fonctionnalités, tu peux avoir des risques par rapport à ça. Et généralement, c'est ce qui se passe on a parlé du marketing du réseau tout à l'heure. Bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent diverses solutions avec des rendements qui sont dingues. Les gens, ils déposent. Donc, la plateforme commence à avoir de plus en plus de fonds. Et puis, à un moment donné, la plateforme est plus accessible. Et eux, en fait, ils ont récolté les fonds et ils sont partis avec. Donc, voilà. Donc qui est-ce qui garantit tes crypto-monnaies? Bah, ça dépend comment tu te positionnes. Globalement, ce qui est intéressant avec cette techno, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir affaire à quelqu'un d'autre pour sécuriser et pour détenir tes fonds. Tu peux le faire toi-même. Ça répond à ta question? Merci. Impec. Okay, bonsoir. Moi, ma question, en fait, j'aimerais savoir quel est le modèle économique de ces plateformes-là. Comment ces plateformes font pour générer des bitcoins? Est-ce qu'elles aussi, ils minent ou bien comment elles font pour obtenir ces bitcoins-là pour faire les transactions? Et deuxièmement aussi, vous avez parlé du président salvadorien qui a légalisé les bitcoins. À ce point-là,
bon, votre avis propre ou bien selon les tendances, pensez-vous que cette monnaie-là, on va dire les bits, comment dire là, la blockchain ou bien les crypto-monnaies va survivre? Est-ce qu'il n'y a pas de problème parce que les bitcoins, on va dire que c'est basé sur une monnaie locale, comme les dollars ou bien les francs CFA. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème de réglementation ou bien... Ok. Alors, du coup, la première question, c'était par rapport... est-ce que tu peux me répéter ta première question? C'était par rapport aux plateformes? Excuse-moi. Oui, c'est par rapport au modèle économique de ces plateformes-là et comment ils font pour générer des bitcoins. Est-ce qu'ils font du mining ou comment ils font pour avoir les bitcoins qui les permettent de faire les échanges? Je crois que c'était ça. Ok. Alors, généralement, les grosses plateformes, il faut avoir en tête que c'est vraiment des énormes machines. Donc, ils gagnent de l'argent à plein d'endroits différents, mais globalement, là où leur modèle économique se repose réellement, c'est sur le volume. C'est-à-dire qu'une plateforme, elle a tout intérêt à avoir le maximum de fonds chez elle. Et sur chacune des transactions qui vont se passer sur la plateforme, sur chaque achat, sur chaque vente, sur chaque échange, elle va prendre une micro-commission. C'est une commission qui est tellement petite que vous allez peut-être, en tant qu'utilisateur, même pas vous en rendre compte, mais sur le volume, sur le nombre d'utilisateurs global, au final, ça fait un paquet d'argent qui reste chez eux, en fait. Donc, le modèle économique principal des plateformes, c'est celui-ci. Après, plus elles sont grosses, plus elles vont proposer des services annexes. Et avec ces services-là, elles vont avoir des compléments de revenus. Donc, effectivement, il y en a certaines qui vont faire du mining. Globalement, les plateformes d'échange aujourd'hui font pas vraiment de mining. Le mining, c'est encore un métier qui est à part et il y a vraiment des sociétés qui font de l'échange, de l'achat, vente de crypto-monnaies et vraiment d'autres sociétés qui font du mining. C'est quand même deux métiers qui sont assez différents. Mais en tout cas, il y a plein de manières de gagner de l'argent après. Mais la principale source de revenus des grosses plateformes d'échange, c'est ça. C'est à chaque fois, ils prennent une petite commission sur les achats, sur les ventes, sur les échanges. Et sur le volume, ça fait pas mal d'argent qui reste chez eux et qui après, ils peuvent eux réinvestir ou développer de nouveaux produits, etc. etc. Ensuite, pour le Salvador, alors mon avis à moi, c'est que aujourd'hui, cette annonce-là, à l'échelle de l'humanité, elle n'aura pas grand impact. Pour vous, elle ne changera rien. Pour moi, elle ne changera rien, puisque le Salvador est un tout petit pays. Par contre, c'est un changement de paradigme qui est super intéressant, parce qu'il y a encore un an, avoir un pays qui définit le Bitcoin comme monnaie légale, c'était quelque chose que même nous, dans l'écosystème, on trouvait encore trop tôt et inenvisageable. Donc là, ils ouvrent la porte à une réflexion qui est nouvelle. Et on a vu les réactions, c'est que derrière, après cette décision-là, il y a pas mal de pays d'Amérique latine qui se sont positionnés en disant qu'eux aussi étudiaient cette éventualité. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet en tout cas, ils ont été les premiers à le faire et peut-être qu'ils vont ouvrir la porte à un certain nombre de réflexions et un certain nombre de nouvelles arrivées. Alors, il y aura des choses qui vont être bonnes, des choses qui vont être moins bonnes. Globalement, de toute façon, le système des crypto-monnaies de la blockchain, il n'est pas parfait. Il a ses avantages et ses défauts comme tous les systèmes. Par contre, voilà, dans ce genre de pays, donc en l'occurrence le Salvador, eux, le point de vue qu'ils défendaient, en tout cas pour les habitants salvadoriens, c'était de dire aujourd'hui, il y a à peu près 70% des habitants du Salvador qui n'avaient pas accès au système bancaire, donc qui n'étaient pas bancarisés. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là, ils n'avaient aucun moyen d'avoir accès à des services financiers, aucun moyen de faire de l'épargne, donc ils pouvaient juste vivre au jour le jour avec l'argent qu'ils gagnaient. Donc, ça veut dire qu'ils recevaient du liquide et ils pouvaient juste dépenser ce liquide-là, mais ils ne pouvaient pas fonder de projets sur le long terme. Ils ne pouvaient pas mettre de l'argent de côté. C'était pas possible. Ou alors, c'était dans un sac en liquide sous leur lit. Et en termes de sécurité, ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Donc, c'était vraiment déjà d'inclure tous ces gens-là dans le modèle économique salvadorien. Et une autre chose, c'était de dire que aujourd'hui, une grosse partie de l'argent qui circule au Salvador, elle vient des diasporas. Elle vient des gens qui ont quitté le pays et qui travaillent aux États-Unis, en Europe ou dans d'autres pays et qui envoient de l'argent régulièrement à leur famille. Et le problème, c'est que, et peut-être que vous comprenez, vous connaissez sûrement mieux ce problème que moi, généralement, quand on fait ce genre de transaction, il y a des intermédiaires qui prennent des frais qui sont colossaux. Si on passe par la blockchain, ces intermédiaires, on n'en a pas besoin et on peut considérablement limiter les frais. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un de votre famille qui est à l'autre bout du monde et qui veut vous envoyer 100 euros, vous recevez réellement 100 euros. Vous ne recevez pas 50 euros parce que l'intermédiaire, il a pris 50 euros.
Donc voilà, ça permet de simplifier pas mal de choses. Après, à quoi ça va ressembler réellement, c'est encore trop jeune pour avoir du recul là-dessus. On va le voir seulement. Pour l'instant, la loi, elle est votée, elle n'est pas encore appliquée. Donc voilà, il faut encore prendre un petit peu de recul. Ça va arriver, ça va se faire progressivement. Mais voilà, c'est le genre d'initiative qui est intéressante et qui permet d'ouvrir en tout cas les mentalités parce que voilà, plus on a d'annonces comme ça, bah, plus on a des arguments aussi pour convaincre ceux qui sont les plus sceptiques ou ceux qui ne veulent pas s'y intéresser. Parce qu'il y a quelques années, on disait non, finalement, Bitcoin, ce n'est pas crédible. Et puis aujourd'hui, bah, on se rend compte que tu as Facebook qui veut monter sa crypto-monnaie. Donc Facebook, c'est quand même une grosse société. Donc s'ils s'y intéressent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. PayPal propose maintenant d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. PayPal, c'est quand même un très gros acteur de la finance. Donc s'ils le font, c'est peut-être pas pour rien. Maintenant, on a un gouvernement qui a inscrit le Bitcoin en tant qu'une monnaie légale. C'est pas anodin. Voilà. C'est tous des petits changements qui permettent de faire évoluer les mentalités, qui font avancer l'écosystème. Donc, c'est plus une action historique. Après, à quoi ça va ressembler? Aujourd'hui, pas assez de recul pour te le dire. Ok. Vous avez évoqué un point qui est assez important pour l'Afrique, la transaction. Maintenant, comme Salvador aussi, le Mali aussi fonctionne un peu sur ce modèle-là, parce qu'on a la diaspora envoie beaucoup d'argent ici au Mali. Maintenant, quand on a un parent en France qui envoie peut-être, disons, 100 euros, maintenant vous dites qu'on va recevoir les mêmes 100 euros. Est-ce que la plateforme va convertir la monnaie là en francs CFA, donc l'équivalent en francs CFA? Et est-ce qu'il y a aussi comment on va dire, comment on peut retirer, par exemple, si on est sur Coinbase, comment on peut retirer cet argent-là ici au Mali? Okay. Alors ça, c'est une très bonne question. Et pour le coup, je suis désolé, je t'avoue que je n'aurai pas toutes les réponses parce que je ne connais pas bien l'écosystème crypto en Afrique et plus précisément chez vous. Donc ça, je ne sais pas si Laïla, tu as eu l'occasion d'échanger avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais avec l'autre personne que je t'avais présentée. Elle doit avoir ses réponses à ça parce qu'elle a des personnes sur place qui savent le faire et qui le font. Donc moi, voilà, aujourd'hui, je t'ai cité les principales plateformes. Je ne sais même pas si aujourd'hui, ces plateformes-là, tu peux les utiliser, de chez toi parce que nous, par exemple, en tant que société française, on a certaines restrictions. On ne peut pas travailler avec tous les pays. Le régulateur français nous donne une classification de risque en fait entre les différents pays. Et donc, certains pays où tu as des risques de corruption ou de blanchiment d'argent qui sont plus élevés que d'autres, bah, ça va être beaucoup plus compliqué de travailler avec eux. Alors, tu vas pouvoir le faire, mais sous certaines conditions. Donc, c'est parfois plus lourd et plus complexe pour les entreprises. Donc, voilà, je ne sais pas à quel point ces plateformes-là sont implantées en Afrique et à quel point elles peuvent le faire. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il y a des plateformes qui le font. Parce que je connais des gens qui le font, alors pas au Mali, mais en Côte d'Ivoire et au Nigeria qui font ce genre de choses. Donc ça existe, ça se fait. Après, plus en détail, les plateformes, ça pour le coup, moi, je n'aurai pas la réponse, mais il y a d'autres personnes qui interviendront sûrement dans les prochaines semaines qui pourront vous donner plus de précision sur ça. Oui, tout à fait, c'est Nelly, c'est ça. Elle interviendra, ouais, exactement, elle interviendra en juillet, donc je l'ai eue et merci pour la recommandation et je pense qu'elle connaît très bien l'écosystème en Afrique, donc c'est ça. Et elle lance d'ailleurs sa plateforme de crypto au Mali, donc je pense que voilà, tu vois, parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Allez, moi, j'ai quelques questions. En fait, quand on prend les crypto-monnaies, une crypto-monnaie est basée sur une monnaie locale, on va dire euro ou bien franc CFA ou autre. Que deviendraient les cryptos sans ces monnaies-là, sans ces monnaies, si tous les pays arrivaient à, je vais dire, légaliser la crypto-monnaie et qu'il n'y a pas de monnaie liquide comme ces billets que nous transmettons les uns les autres? Donc, qu'adviendrait-il à la crypto-monnaie? En fait, la deuxième question, c'est les cryptos changent de valeur à chaque fois. Est-ce que c'est dû au volume d'utilisation? Plus les utilisateurs sont nombreux, plus la crypto va augmenter de valeur ou bien comment? Parce que ces derniers temps, on a vu avec, ou bien c'est en fonction des échanges. Quand Elon Musk a pu faire un tweet en disant que les cryptos sont trop énergétiques, donc il va plus, ces voitures ne seront plus achetées avec les cryptos et ça a joué beaucoup sur la valeur des cryptos. Est-ce que ça veut dire que les échanges dépendent, donc l'augmentation de la valeur des cryptos dépend du volume d'échanges ou bien du nombre d'utilisateurs de la dite crypto? Merci. Ok, alors déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que
on n'a pas besoin d'attribuer une valeur en monnaie fiduciaire. Donc, le dollar, l'euro, le livre sterling, le yuan, c'est ce qu'on appelle des monnaies fiduciaires, donc des monnaies qui sont adossées à des banques centrales. Aujourd'hui, nous, on fait ce parallèle à chaque fois de dire un bitcoin, il vaut X euros, il vaut X dollars, il vaut ça, parce que c'est les monnaies de référence qu'on a. En réalité, un bitcoin, il vaut un bitcoin. Et quoi qu'il arrive, il vaudra toujours un bitcoin. On n'est pas obligé de le convertir et de l'associer à une valeur fiat. Aujourd'hui, ça, c'est nous qui le faisons, mais si on envisage une économie parallèle où les crypto-monnaies sont au centre de cette économie, on n'aura pas forcément besoin de faire le pont. Si demain, quand tu vas à la boulangerie ou que tu vas dans un supermarché, le supermarché ou le boulanger, il accepte le Bitcoin, tu auras un prix qui sera fixé en Bitcoin et tu n'auras pas besoin de faire ta conversion dans ta tête en euros ou en dollars. Tu vois. Donc, aujourd'hui, on n'a pas un niveau d'adoption qui est suffisant pour que les crypto-monnaies aient leur propre écosystème et leur propre économie. C'est pour ça qu'on le rattache toujours à l'économie réelle et traditionnelle qu'avec les monnaies fiduciaires. Mais en réalité, on n'est pas obligé d'associer ça. Et d'ailleurs, si tu parles avec des gens qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle des maximalistes, donc qui sont beaucoup plus ancrés dans l'écosystème, c'est presque religieux pour eux. Eux, ils raisonnent que comme ça. Ils raisonnent plus du tout en monnaie fiduciaire. Donc aujourd'hui, à mon sens, c'est encore trop tôt pour éliminer ce raisonnement-là. Mais en tout cas, c'est pas nécessaire. Si demain l'euro vient à disparaître, Bitcoin continuera pour autant à exister. Alors ça aura des conséquences forcément parce qu'aujourd'hui, l'écosystème blockchain et le monde de la crypto-monnaie est encore très petit à l'échelle de la finance globale. Et c'est pour ça, tu as parlé là du prix qui bougeait beaucoup. La chose qui fait que le prix bouge beaucoup, c'est qu'on a des volumes d'échanges qui sont encore très petits. C'est un marché qui pèse beaucoup d'argent à l'échelle de nous en tant qu'investisseurs particuliers. Par contre, voilà, la capitalisation globale des crypto-monnaies, c'est encore une goutte d'eau par rapport à la capitalisation des marchés boursiers. Donc, tant qu'on n'aura pas atteint un seuil et un certain niveau de volume, ben, on aura toujours des actifs qui sont volatiles. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un très gros investisseur qui vient mettre beaucoup d'argent sur le marché, ben, il peut faire bouger le cours. Alors sur Bitcoin, moins, parce que Bitcoin, il y a beaucoup plus de volume. Mais si tu prends une crypto-monnaie qui est dans le top 100 des crypto-monnaies, tu prends celle qui est 50e ou qui est 70e, si tu viens injecter d'un coup au marché plusieurs millions, tu peux faire bouger le cours. Ça, ce n'est pas possible sur les marchés traditionnels parce qu'il y a beaucoup plus d'actions, parce qu'il y a beaucoup plus d'offres en circulation. Donc, ça c'est vraiment ce qui va faire. Plus il y aura de gens sur le marché, moins ce sera volatile parce qu'il y aura plus de liquidité sur le marché. Donc, ça fait partie de l'adoption. Ça fait partie de l'adoption et voilà, on est encore au début de l'adoption. Il y a beaucoup de gens, on parle de plus en plus de crypto-monnaies, de blockchain, mais il y a encore peu de gens qui sont réellement implantés, peu de gens qui ont injecté des liquidités dedans. Donc, ça va se faire progressivement, mais ça, c'est encore histoire de plusieurs années, voire de peut-être au moins 10-15 ans, tu vois, avant que ça devienne plus stable. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup d'opportunités parce qu'on est sur un marché qui est encore très jeune et très petit. Et une fois que ce marché aura grossi et qu'on se sera rapproché de cette sphère-là, effectivement, les liquidités feront qu'il y aura moins de volume et qu'on ne pourra plus avoir une crypto-monnaie qui fait plus 20% dans la journée. Ça n'existera plus. De la même manière que si tu regardes le marché des actions, tu as pas une action qui fait plus 20% dans la journée. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, ce sera à peu près la même chose sur le marché des crypto-monnaies quand on aura atteint un niveau de démocratisation qui sera plus important. On a fait le tour. D'autres questions? Une dernière question. Vous avez parlé des médias pour s'éduquer sur les cryptos, je ne sais pas. Il y a certains qui ont pu noter, il y a d'autres qui n'ont pas pu prendre des notes. Du coup, si vous pouvez mettre ça dans le chat ou du moins envoyer à Leila pour que... Bah, je vais faire ça. Je t'enverrai un mail, Leïla, où je te ferai une liste un peu complète avec une dizaine de sources d'informations qui vous permettra de faire un petit peu le tour. Ce sera plus simple et plus complet. Et puis comme ça, je vous donnerai les spécialités un petit peu de chacun. Ok, ça marche. Je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, ça fait 1 heure. Donc, merci beaucoup Thibaut d'avoir pris le temps de partager ton expertise avec les apprenants et les apprenantes. Je pense que chacun et chacune a pas mal appris sur le sujet. On continue la série. Donc, comme je t'ai dit, on recevra Nelly en juillet et
voilà, j'espère qu'on pourra creuser et passer de débutant à intermédiaire du côté des cryptos. Donc, merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis, bon courage dans votre apprentissage sur le sujet. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. À plus tard.